Alors, je commence officiellement. Donc, un grand merci à Olivier Sarezinski, fondateur d'Optime Réseau, pour m'avoir permis d'organiser ce webinaire consacré à la suspension des loyers. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps et c'est intéressant de faire le point, même de refaire, parce que la matière évolue régulièrement et encore la semaine dernière, donc, quand j'ai préparé mon support pour aujourd'hui, ce matin, j'ai dû encore modifier des choses puisque les conditions pour bénéficier de la suspension des loyers ont été modifiées de nouveau la semaine dernière. C'est une matière mouvante, ce que l'on va dire aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, mais surveillez l'actualité, surveillez les textes. Il est possible que dans les jours à venir, de nouvelles modifications interviennent. Alors, je vais vous montrer, je vais mettre à votre disposition le petit support préparé à votre attention. Il faut que je partage mon écran. Parlons aujourd'hui de la suspension des loyers. Je voudrais d'abord éliminer tout de suite la question des baux d'habitation. Le sujet dont on va parler aujourd'hui ne concerne pas le bail d'habitation, il ne concerne que les baux professionnels et commerciaux. Pour les loyers maison, les loyers privés, les loyers dus au titre d'un bail d'habitation, eux ne font l'objet aujourd'hui d'aucune mesure spécifique. Il n'y a pas d'ordonnance, pas de décret qui permettrait à un locataire privé de suspendre le paiement de son loyer, même s'il subit une perte de revenus importante. Pour l'instant, il y a des aides, mais il n'y a pas de mesure particulière. Alors, ça n'empêche pas de convenir avec son propriétaire bailleur d'un accord, d'un arrangement, ça c'est possible, mais aucune mesure n'autorise aujourd'hui un locataire à cesser de payer son loyer. Il peut en revanche donner congé, donner son préavis, sous réserve de respecter les conditions du contrat, 1 mois ou 3 mois, selon que c'est un bail meublé ou non. La seule mesure qui intéresse les baux d'habitation et qui soit directement liée à la crise sanitaire, c'est le prolongement de la période hivernale. Elle se terminait normalement le 31 mars, mais compte tenu du confinement, pour permettre le confinement, elle a été prolongée jusqu'au 31 mai, exceptionnellement cette année, ce qui veut dire que les expulsions locatives reprendront normalement, sauf nouvelle prorogation, à compter du 1er juin de cette année. Petit rappel, pour pouvoir expulser un locataire de son habitation, il faut avoir au préalable obtenu une décision de justice, c'est-à-dire un tribunal qui ordonne cette expulsion, et l'expulsion est ensuite mise en œuvre. Pardonnez-moi, j'ai oublié de dérouler, je vous explique ça. L'expulsion est ensuite mise en œuvre uniquement par un huissier de justice. On ne le fait pas soi-même quand on est propriétaire, c'est un délit pénal. Donc, j'évacue tout de suite cette question des baux d'habitation pour venir vraiment sur l'essentiel de mon intervention, qui est la suspension des loyers pour les baux professionnels et commerciaux. Cette petite infographie qui a donc évolué depuis qu'on l'avait créée à la fin du mois dernier. Elle vient vous présenter de manière synthétique les conditions essentielles de la mise en œuvre de cette mesure. Alors, les entreprises concernées, ça c'est super important, c'est vraiment quelles sont les entreprises qui vont pouvoir se prévaloir auprès de leurs propriétaires bailleurs de cette facilité qui est la suspension du loyer. Il y avait à l'origine 4 conditions, il n'y en a aujourd'hui plus que 3. Ce sont les petites entreprises, celles qui ont entre 0 et 10 salariés, et quel que soit leur statut, commerçants, artisans, profession libérale, ceux qui exploitent en nom propre ou sous la forme d'une société, peu importe. Là, le législateur a retenu le vocable d'entreprise qui est plus une notion économique que juridique, mais qui a le mérite d'être ça. Ce sont des entreprises qui existaient évidemment au 1er février 2020, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros. Précédemment, on avait une condition supplémentaire qui était un bénéfice annuel inférieur à 60 000, mais cette condition a disparu la semaine dernière. Donc, ce que je vous disais, une actualité mouvante et qui suppose pour nous juristes d'être réactifs. Et la 3e condition, c'est soit avoir été contraint de fermer, ce qui est le cas des restaurants par exemple, soit avoir subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50%, supérieure à 50% par rapport à mars 2019. Donc, si vous aviez 50 000 en mars 2019 et que vous avez 22 000 en mars 2020, vous êtes éligible à cette mesure. Et en fait, vous êtes éligible à cette mesure parce que vous êtes éligible au fonds de solidarité. Le législateur a procédé par renvoi. Et il nous dit, les entreprises
qui peuvent bénéficier de la suspension sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Alors, donc on a vu quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier. Voyons maintenant quels sont les loyers concernés. Ce sont les loyers qui sont dus à partir du 12 mars 2020 et dans les 2 mois qui suivront la fin de l'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, la fin théorique, telle que fixée par la loi, c'est le 24 mai. Sous réserve d'une prolongation, mais pour l'instant, la date aujourd'hui à retenir, c'est celle du 24 mai. 24 mai plus 2 mois, ça nous emmène au 24 juillet. Donc ça veut dire que tous les loyers pour les entreprises éligibles qui sont dus ou qui seront dus entre le 12 mars et le 24 juillet 2020 peuvent ne pas être réglés pendant cette période. Alors, ça a un intérêt et il faut porter une attention spécifique aux entreprises qui payent leur loyer par trimestre. C'est le cas dans les centres commerciaux, par exemple. Ça veut dire que ces entreprises-là, le 2e trimestre 2020, il est dû au 1er avril 2020 et le 3e trimestre 2020, il sera dû au 1er juillet 2020. Donc, ça veut dire que ces 2 échéances de loyer peuvent être suspendues. Autrement dit, pour ces entreprises-là, elles peuvent suspendre 6 mois de paiement du loyer. C'est un avantage aujourd'hui en termes de trésorerie, évidemment. Ça peut aussi représenter une difficulté par la suite. Alors, on a vu les entreprises, on a vu les loyers concernés. Et maintenant, comment je fais quand je suis une entreprise pour bénéficier de cette mesure? Alors, il n'est pas envisageable de suspendre le loyer par soi-même. On va dire tout simplement d'arrêter les prélèvements. Le principe, c'est qu'on ne se fait pas justice à soi-même. Et puis, ça pourrait agacer le propriétaire. Alors, évitons cela. Mon idée, le message que je voudrais vous faire passer, c'est privilégier la discussion. Même si le locataire a aujourd'hui le droit de ne pas payer, et nous verrons qu'il n'en subira pas de conséquences, immédiatement en tout cas, il devra quand même un jour payer ses loyers. Donc, mieux vaut rester en bons termes avec son propriétaire. Mieux vaut également pour les propriétaires rester en bons termes avec les locataires, les accompagner dans cette période difficile pour assurer la pérennité de l'entreprise et la poursuite du bail dans les années à venir. Donc, le locataire qui estime qu'il remplit les critères et qui souhaite ne pas payer ses loyers, il peut les payer s'il veut. S'il a obtenu un prêt garanti par l'État et qu'il est en mesure de les régler, rien ne l'oblige à suspendre ses loyers. Ce sera lui dans ses choix de gestion. Mais s'il veut le faire, il doit évidemment, ne serait-ce que par courtoisie, en informer le bailleur et lui adresser 2 documents. Une attestation sur l'honneur indiquant qu'il est éligible et l'avis de réception de sa demande au fonds de solidarité, puisque nous avons vu que les entreprises qui peuvent bénéficier de la mesure sont les mêmes que celles qui peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Donc, pour le locataire, il ne suffira pas de le dire au propriétaire, ni même de l'attester, il devra en attester et en justifier. Ensuite, la mesure dans le détail. Alors, je dis depuis le début qu'il s'agit d'une suspension des loyers. Un confrère m'a gentiment fait remarquer que c'était plus une suspension des sanctions en cas de non-paiement du loyer. Je suis tout à fait d'accord. C'est plutôt un moment pendant lequel le propriétaire ne pourra prendre aucune mesure contraignante contre son locataire si jamais les loyers ne sont pas réglés. Mais en aucun cas, c'est une exonération ou une annulation du loyer. Je fais une parenthèse. La semaine dernière, il y a eu des annonces dans la presse où le ministre de l'économie demandait aux bailleurs l'annulation de 3 mois de loyer. Ce n'est qu'une demande. En aucun cas, c'est devenu, aujourd'hui en tout cas, un texte de loi. Je ne pense pas que ça pourrait le devenir d'ailleurs. C'est simplement une demande formulée par un ministre et qui, à mon sens, s'adresse plutôt à des sociétés foncières, à des propriétaires de centres commerciaux, plutôt qu'à des bailleurs, personnes physiques, SCI familiales qui détiendraient, elles, des locaux commerciaux et qui ne pourraient en aucune manière se permettre de perdre un quart de leur revenu locatif annuel. Imaginons qu'elles ont un prêt en face à rembourser, imaginons que ce soit un complément de retraite, on mettrait les bailleurs dans une situation catastrophique si on les privait de fait de 3 mois de loyer lorsqu'ils ont des locataires professionnels ou commerciaux. Donc, pas d'annulation juridique, en tout cas, des loyers. Là aussi, l'annulation, elle peut être convenue
d'un commun accord entre le bailleur et le locataire. Rien ne l'interdit. Revenons à la suspension en elle-même. Donc, les loyers de cette période, 12 mars, 24 juillet, peuvent ne pas être réglés par le locataire. Et en contrepartie, le propriétaire, il est effectivement privé de la possibilité de demander des dommages à intérêts, de faire jouer une clause résolutoire, c'est-à-dire d'utiliser le non-paiement du loyer pour obtenir la résiliation du bail, ce qui est la logique normalement quand on est bailleur. Le propriétaire bailleur ne peut pas non plus aller chercher la caution, et on comprend que c'est intéressant là aussi parce que quand on est une petite entreprise, qu'on loue ses locaux professionnels ou ses locaux commerciaux, c'est généralement le chef d'entreprise qui se porte caution des engagements de sa société. Donc c'est vers lui, vers son patrimoine personnel, que le propriétaire bailleur pourrait venir chercher le montant des loyers. Non, cette possibilité-là, elle est également suspendue pendant cette période. C'est donc bien une absence de sanction au non-paiement des loyers. Petite précision, on parle de suspension des loyers, mais ça vaut aussi pour les charges. En revanche, le propriétaire, lui, il doit continuer de payer les charges, spécialement les charges de copropriété. Il n'y a aucune mesure qui aujourd'hui lui permette de s'exonérer du règlement des charges de copropriété. Alors, on comprend parfaitement bien l'intérêt de cette mesure pour les locataires. On va préserver leur trésorerie pendant la période. On va aussi, moralement, les mettre à l'abri des désagréments que sont des lettres recommandées, des relances, etc. En revanche, il ne faut pas oublier l'après. Et il faut même y penser tout de suite. Parce que qu'est-ce qui va se passer? À partir d'août, sauf prolongement de la crise, mais un jour elle va s'arrêter et il y aura un après. Et il faut anticiper sur ce moment-là. À partir d'août, le locataire, il devra payer, s'il paye des loyers mensuels, il devra payer le loyer d'août, mais il devra aussi payer l'arriéré de loyer. C'est-à-dire pour certains, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Et pour ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure qui payent par trimestre, donc ils pourront suspendre les 2 premiers trimestres, mais quand va arriver le 3e trimestre, quand va arriver l'échéance d'octobre, le locataire devra payer l'échéance d'octobre, le 4e trimestre, mais il devra également apurer sa dette locative. Grosso modo, en octobre, il devra payer 9 mois de loyer. Ça risque d'être difficile. Évidemment, on a tous envie que la reprise se passe bien, qu'elle soit à la hauteur, etc. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de le prédire et je pense que peu de gens sont capables de le faire. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que les loyers suspendus restent dus. Et donc, je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention des 2 parties d'ailleurs sur cette réalité. On ne peut pas se dire « je suspends et puis on verra après ». Ce ne serait pas forcément la meilleure façon de procéder. Je suspends, oui, mais tout de suite, je m'organise. Tout de suite, je mets en place avec mon propriétaire ou avec mon locataire, si je suis propriétaire, les conditions de reprise du paiement normal des loyers et d'apurement de la dette. Parce que, soit le locataire, cas exceptionnel, dès la fin de l'état d'urgence, sera en mesure non seulement de reprendre le paiement des loyers courants, mais encore d'apurer sa dette locative. Ce serait la situation idéale, mais ça ne risque pas d'être la situation la plus fréquente. Soit le locataire va se retrouver en très grande difficulté. Alors, c'est embêtant pour le locataire d'avoir une dette de loyer, mais c'est aussi une difficulté par ricochet pour le propriétaire. Parce que quand on a un locataire en grande difficulté financière, qui dépose le bilan, qui va être placé peut-être en sauvegarde, en redressement, voire en liquidation judiciaire, ce n'est pas une situation confortable pour le propriétaire qui, du coup, perd la visibilité sur le paiement des loyers, sur le devenir du bail. Donc, anticipez là-dessus, quelle que soit votre situation, que vous soyez propriétaire ou locataire, pensez dès à présent à comment on va faire après. Et puis, il y a un autre niveau de réflexion. Quand on est propriétaire bailleur et qu'on a un prêt, par exemple, ou qu'on a besoin de ce complément de revenus, eh bien, c'est intéressant d'aller voir sa banque, par exemple, en lui disant, voilà, mon locataire, pendant quelques mois, il ne va pas payer ses loyers, mais on a d'ores et déjà fait un avenant au bail et on s'est mis d'accord sur les conditions dans lesquelles il va reprendre le paiement. Et je pense que la banque sera plus à même d'accepter une suspension des mensualités de prêt, une diminution du montant de l'échéance mensuelle, voire un découvert supplémentaire, une trésorerie, pourquoi pas un prêt à la consommation,
sur la base de cet accord, puisque le propriétaire qui vient lui demander une facilité de caisse ou une diminution des échéances d'un prêt justifie du motif et puis ensuite des conditions de reprise du paiement et donc de remboursement du crédit pour le propriétaire qui l'aurait souscrit ou de reprise du règlement des mensualités normales du crédit lorsque on sera intervenu sur la réduction de la mensualité d'un prêt immobilier. Donc, anticipons sur l'après, cette mesure, elle est intéressante, mais elle ne se suffira certainement pas elle seule. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de confrères inscrits, je vous ai mis les textes. Alors, le législateur a souvent une façon originale de procéder. Il nous donne, il décrit la mesure dans l'article 4. L'article 4 qui nous renvoie à l'article 1 pour comprendre quels sont les locataires éligibles. Et l'article 1 lui-même qui nous renvoie à un décret qui, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, a été modifié le 20 avril. Je les passe rapidement, ça n'a pas d'intérêt pour vous d'en faire la lecture tout de suite. Je vous enverrai le support, si vous m'envoyez un petit mail, je vous le renverrai aussitôt. Je voulais simplement qu'on ait les textes sous les yeux si jamais on doit en discuter de manière plus approfondie. Voilà, j'en termine pour la partie exposée. Et puis, je vous invite maintenant à échanger. Alors, ça va être des questions-réponses, mais je m'attends plus à un échange qu'à des questions. Je ne suis pas sûre d'avoir réponse à toutes, mais l'intérêt, c'est d'y réfléchir ensemble. N'hésitez pas à ouvrir le bal en réouvrant vos micros. Moi, je vais me remettre en vidéo. Naël, moi, je peux te faire un retour terrain, si tu veux. Oui, volontiers. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le responsable de l'immobilier de McDonald's France. Ouais. Juste pour une idée, la première semaine du confinement, ils ont envoyé 1300 courriers à leurs bailleurs en demandant l'abandon des loyers pendant le confinement. Bon, et donc ils sont allés franco. Hein. Ça c'est une première chose. Donc, et sur ces 1300 bailleurs, il y a des centres commerciaux, des gens, des privés, et des SCI familiales, ce genre de choses. Donc, ils ont vraiment toutes sortes de types de bailleurs. Et donc, le responsable de l'immobilier m'a dit qu'il y avait trois grands fonds, trois grands propriétaires fonciers, donc des foncières, qui avaient accepté, et notamment dans leurs établissements, dans les centres commerciaux. Sinon, pratiquement tous les autres ont refusé et ont accepté des suspensions. Donc voilà, donc ça c'est à peu près l'état général. Et sur certains centres commerciaux, il m'a dit que ça allait être un carnage, que les rapports avec les foncières étaient détestables. Il m'a cité 2-3 noms que je ne donnerai pas parce que je ne sais pas qui est dans le domaine. Mais ça se passait très très mal. Il n'y en a mal. pas beaucoup, hein, de toute façon. Ça va beaucoup, mais ça se passait très très mal et que ça allait sûrement se terminer. Donc, s'il y a beaucoup d'avocats dans l'auditoire, il y aura beaucoup de contentieux et beaucoup de travail pour vous à la sortie. Il y en avait déjà avant. Moi, je me souviens d'avoir accompagné une cliente et là, on est en train, cette semaine, l'huissier doit délivrer le congé, on était dans le délai. C'est déjà un rapport de force qui est très compliqué entre les locataires des centres commerciaux et les propriétaires des murs. Ils ont, certains leur demandent une partie de leur chiffre d'affaires, le loyer est augmenté, enfin c'est déjà un rapport de force qui est assez brutal et qui est très déséquilibré. Et l'autre chose, alors côté, justement, tu attirais l'attention sur les banques pour la suspension des prêts. Il faut savoir que c'est tout à fait possible et c'est très facile à faire, mais ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc, il y a des intérêts à payer, des intérêts intercalaires à payer. Alors, voilà. Je ne suis pas fan des banques, mais bon, c'est logique. Dès l'instant qu'on rallonge son prêt de 6 mois, il y aura 6 mois d'intérêt en plus. En revanche, certaines prélèvent des frais de traitement de cette demande de suspension. J'en m'a donné des sommes, genre 1 200 €. Attention. Et puis ça se négocie. Hein. Voilà. Qui d'autre?
Alors, est-ce qu'il y en a qui sont directement concernés, comme locataires ou qui ont des exemples Moi, j'ai une petite question. Oui, Bonjour. bonjour. Moi, je suis bailleur. J'ai, avec mon cousin et ma sœur, un local commercial. On a comme locataire Pandora France. Mhm. Donc, Pandora France, ce n'est pas une petite boutique, ce n'est pas un indépendant. Ils nous demandent, alors attendez, je reprends le mail. Mhm. On est en discussion avec eux depuis depuis le 12 mars. Sachant qu'avant qu'il y ait le coronavirus, ils nous ont déjà demandé en début d'année de baser notre loyer sur leur activité suite aux grèves de décembre 2019, suite aux gilets jaunes de 2018 et aux grèves Enfin, il y avait encore les grèves en janvier de cette année. Tout ça, en fait, ils nous demandaient des efforts. Alors, il nous a demandé de ne pas indexer le loyer de 2020. Donc, on a accepté de rester sur le loyer de 2019, etc. Et maintenant, en fait, plus ça va et plus ils nous en demandent et on ne sait pas comment faire, sachant que là, on avait négocié avec lui. Moi, je suis fille de commerçante. Mes parents étaient commerçants, mes grands-parents étaient commerçants. Je sais que c'est très compliqué. Cependant, nous, on a des prêts et des charges qui courent aussi, comme vous l'expliquiez. Et en fait, on a négocié avec lui en fait, qu'on prenne une partie, qu'on lui fasse payer que la partie du mois d'avril, la moitié du mois d'avril. On s'était mis d'accord, entre guillemets, par oral. Et en fait, quand on lui a envoyé la facture qu'il nous a demandé, il nous a dit, par contre, je veux bien la payer, mais on négocie. Il veut une négociation de tous les loyers jusqu'à décembre. Est-ce qu'il est en droit de demander ça? Est-ce qu'on peut… Alors, comme vous le disiez, c'est de la discussion, mais il demande dès à présent de discuter sur des choses que l'on ne connaît pas. Alors pour nous, c'est assez compliqué pour le coup parce qu'il nous demande en fait, il nous demande de payer que la moitié d'avril, que la moitié de mai et à partir de juin, il demande une baisse de 30% par mois jusqu'en décembre. Il vous propose de rattraper avril et mai ou pas du tout? Il veut payer la moitié il paye la moitié de mai et il paye la moitié d'avril et de mai. Alors, première chose, quand vous avez dit Pandora France, je ne suis pas sûre que… Enfin, si c'est Pandora, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ce sont des franchises ou des magasins Alors, la personne… Non, a priori, c'est une franchise. Nous, on a signé un bail avec Pandora France et la personne que l'on a en face de nous, c'est une personne qui travaille à Paris, au siège social de Pandora. D'accord, donc le franchisé n'a pas été substitué à un moment ou à un autre dans le bail? Pas du tout. D'accord, donc je pense que, enfin, je ne connais pas leurs chiffres, mais je ne suis pas sûre qu'ils fassent moins d'1 million d'euros par an. Ah ben, on a regardé et en fait, oui, non, c'est… j'avais les chiffres. En chiffre d'affaires, hein. Oui, en chiffre d'affaires, Pandora France, voilà. J'ai plus les chiffres exacts, mais globalement, ils font… je suis sur… De toute façon, s'ils font plus d'1 million… Le chiffre d'affaires de 2018, il était de 170 millions. D'accord, bon. Voilà. Imagine qu'en 2019, ils n'ont pas subi de perte dramatique, même avec les grèves et les gilets jaunes. Donc, a priori, ils ne sont pas éligibles à la suspension. Maintenant, la négociation. Ouais, la négociation, après, c'est un rapport de force. Ah ben oui, mais nous mais vous n'êtes pas obligé de négocier et vous n'êtes pas obligé d'accepter la suspension et la diminution, en aucune manière. Oui, alors c'est ce que notre avocat nous a dit. Ceci dit, nous, on se met à la place des commerçants, etc. On sait qu'à la fin de cette crise, il va y avoir des quantités de locaux disponibles. C'est vrai. Donc, on se dit, si on ne fait pas d'efforts, rien ne l'empêche d'aller prendre un autre local. Ce que je ne savais pas, c'est que, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est que là, s'ils ne payent pas le loyer, on ne peut pas commencer de procédure. Si, vous pouvez, parce qu'ils ne sont pas éligibles à la suspension. Ah oui, ben c'est ça. D'accord. Pour bénéficier de la suspension des sanctions, il faut être éligible au fonds de solidarité. On a déterminé ensemble qu'ils ne l'étaient pas, ne serait-ce que par le nombre de salariés. Ils ont forcément plus de 10. Quoi. Donc,
Non, vous pouvez engager une procédure. La boutique en elle-même, il y a deux Oui, voilà. Bon. Si c'est Pandora, l'enseigne nationale, on peut raisonnablement imaginer qu'ils ne remplissent pas, qu'ils ne vont pas demander le fonds de solidarité, ils ne remplissent pas les conditions. Non, bien donc, sûr. Ils ne peuvent pas bénéficier de la suspension. Et donc, vous, comme bailleur, vous gardez toutes vos armes contractuelles. S'il y a des pénalités prévues, s'il y a des dommages-intérêts, une clause résolutoire, une caution, vous pouvez l'actionner. Mais effectivement, au-delà du droit, il y a le rapport de force entre locataire et propriétaire. Et alors effectivement, voilà, c'est difficile de vous conseiller. Oui, non, mais en fait, nous, on se sent très petit par rapport à eux. C'est le cas. Parce qu'ils ont une armée de juristes à leur… Complètement, mais c'est la même chose pour un petit commerçant dans un centre commercial. Bien évidemment. C'est exactement la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Et nous, même si vous négociez, ça ne vous garantit pas qu'ils ne vont pas résilier le bail. Alors, peut-être… c'est ce que… Oui. Mais peut-être, dans votre négo, prévoir une clause, je ne sais pas comment il y a des confrères en ligne qui pourraient peut-être m'aider. Imaginez une clause où il s'engage pour une durée minimum, peut-être refaire un bail pour 3 ans minimum. C'est ce que nous, on avait pensé en fait avec Pourquoi pas? Parce que moi, vous faites un effort de votre côté, voilà, ou recommencez. Vous faites un effort de votre côté de diminuer le loyer, mais vous voulez en contrepartie qu'il s'engage à rester au moins 3 ans de plus. Eh ben, ça peut être un bon deal. Ça peut être un avenant, en fait. Un avenant et ou un nouveau bail. Oui, un nouveau bail. Ou un nouveau bail, et vous êtes par période de 3 ans. Bonjour, le locataire est de nouveau engagé renoncer. Pardon, j'interviens. Juste pour dire qu'éventuellement, on peut leur faire renoncer à une des résiliations triennales. Oui, d'accord. Et ça passera beaucoup plus si c'est encadré dans un laps de temps. Ah, mais moi, je pense qu'il faut aussi il faut jouer le jeu et être solidaire, mais pas non plus… Je suis complètement d'accord avec vous, pas à son détriment. Voilà, il faut trouver des accords. Nous, on est pour trouver une solution. Peut-être que ça peut être ça le levier. Parce que vous me dites, je veux bien négocier pour qu'il reste, mais le risque, c'est que vous négociez et qu'il parte. Eh ben, c'est justement là le truc. Donc ça s'organise. Rien ne nous engage, même si on fait des efforts, nous, à ce qui reste derrière. Si, l'accord que vous trouverez avec votre ça. locataire, mais il doit être écrit. Il faut rebâtir un accord. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Pascal, puisque tu as pris la parole. Moi, je pense qu'il y a un point très important et qui avait été encore une fois soulevé par le gars de McDonald's, c'est que les centres commerciaux, ça va être un carnage. Et je pense que quand même, je ne sais pas où est situé votre commerce, Pandora. En centre-ville. Si c'est en centre-ville, ça souffrira beaucoup moins. Et si en plus votre emplacement est bon, vous aurez quand même beaucoup moins de soucis à retrouver. Ils ne partiront pas comme ça. Mais en revanche, les centres commerciaux vont être très, très affectés. Et ce que me disait d'ailleurs le gars de l'immobilier de McDonald's, c'est que c'est une erreur des grandes foncières, comme ça, de mettre la pression sur leurs locataires, parce que quand il n'y aura plus personne dans les centres commerciaux, ils seront désertés. Alors moi, je vois pas mal de propositions aussi de preneurs qui demandent une diminution de la moitié du loyer, mais définitive. Alors, les bailleurs m'interrogent, est-ce que, voilà, c'est toujours la même question, mais c'est difficile d'arbitrer, hein, voilà, pour les mêmes raisons que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas lâcher sur tout, et en même temps, on se dit, si on ne les aide pas, effectivement, on risque de se retrouver avec un preneur qui dépose et ce n'est pas mieux. Donc, voilà, il faut essayer d'arbitrer, mais je pense que l'idée de renoncer à une faculté de résiliation triennale, ça peut être une bonne idée, même si ça n'empêche pas que si ça tourne mal, ils déposeront quand même. Hein. Donc, mais bon, je crois qu'il faut… On a aussi vu des accords, par exemple, où les loyers de mars et avril étaient payés à 50%. Oui, c'est ce le locataire va rattraper à partir d'août. Oui. C'est-à-dire que pendant 4 mois, il va payer un surloyer pour compenser la baisse acceptée en mars-avril. Ouais, moi, j'ai eu sur un client, en fait, on s'est mis d'accord sur une suspension du loyer pendant toute la durée du confinement, plus 1 mois après la reprise du confinement, et une reprise ensuite du loyer normal et 1 année pour régulariser la période. Bon. Moi, j'ai une question. C'est sûr qu'il faut que ça tourne, il faut que ça marche sur la longueur. Ouais. Pardon. Bon,
Bonjour. Donc, j'ai une question effectivement par rapport au report des loyers. Donc, j'ai bien compris les conditions d'éligibilité, etc. Donc, c'est très clair. Merci pour ces explications. J'avais une question, moi, justement, par rapport à la demande vous a perdu. éventuelle de minoration. Là, on évoquait. Vous m'entendez? Non, on ne très t'entend bien. pas. Vous m'entendez? Ah, alors je vais peut-être couper la caméra déjà. Hop. Peut-être que ce sera mieux. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Ok, parfait. Très Donc, ce que je demandais, c'était effectivement, dans le cadre où, sur le bail, où on paye une jouissance d'un local commercial, à aujourd'hui, dont on ne bénéficie plus, que voilà, moi, je ne peux plus ouvrir. Je n'ai plus pu ouvrir mon agence depuis le 16 mars, comme tout le monde. Voilà, j'ai quand même tenté l'approche auprès de mon bailleur pour lui demander une diminution du loyer. Donc, effectivement, un petit peu par rapport à ce qui a été présenté précédemment, à savoir 50% au mois de mars. Et lui proposer, alors en plus, je lui ai proposé sur avril, non pas une suspension du loyer, mais de lui payer à hauteur de 50% sur avril et de voir ensuite ce qui est arrivé sur mai. Donc, moi, ma question, c'était, OK, je comprends bien qu'il y a les reports, etc. et qu'on va être redevable de ces montants. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai continué à payer mon loyer à hauteur de 100%. Je n'ai pas encore demandé de report des loyers. J'ai bien compris que de toute façon, il faudrait bien les payer à un moment donné. Et moi, ma question, elle est plutôt… elle est liée au coronavirus, oui, elle est liée à la crise et elle est liée au fait qu'à aujourd'hui, je ne peux pas exercer au sein de mon agence. J'ai dû fermer l'agence. Donc, à partir du moment où l'objet du bail n'est pas réalisé, voilà, je m'interroge s'il n'y a pas aussi un aspect à ce niveau-là sur ce qu'il est envisageable de faire plutôt que simplement, entre guillemets, un report, puisque de toute façon, il faudra bien payer les loyers et même si je les paye a posteriori, je n'aurai quand même pas bénéficié, en fait, je n'aurai quand même pas joui de l'agence. Alors, ça fait tilt chez les juristes. Vous nous parlez, en droit, on va parler d'exception d'inexécution, c'est-à-dire que dès l'instant où vous n'avez pas la contrepartie du loyer que vous payez, vous considérez que vous ne devez pas le loyer. On va parler de la force majeure. Ce sont des concepts juridiques. L'exception d'inexécution, c'est je vous dois une prestation, vous m'en devez une. Si je ne remplis pas ma part du contrat, vous pouvez ne pas remplir la vôtre. Et c'est ce à quoi j'imagine que vous pensez. Ou bien dire, je suis dans un cas de force majeure, comme je reçois du public, je suis dans l'obligation de fermer, donc je n'utilise pas mon local commercial. Alors, je ne crois pas que ça va marcher. Je ne crois pas que juridiquement, on va pouvoir appliquer ces concepts-là à la crise que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, il y aura des encyclopédies écrites sur le sujet. Les juristes vont se régaler, mais pour faire très simple, aujourd'hui, l'exception d'inexécution, ce n'est pas la faute de votre bailleur si vous ne pouvez pas utiliser votre agence. Pour lui, elle est mise à votre disposition et il n'en dispose pas lui-même. Donc, on n'est pas dans la situation où il ne remplit pas sa part du marché, il la remplit. Mais c'est une injonction administrative qui vous empêche de travailler. Ouais. Donc, pour moi, on n'est pas dans ce cadre-là. C'est pas comme lui, il ne fait pas sa part du marché, moi, je peux ne pas faire la mienne. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. Pour ce qui est de la force majeure, alors, c'est une situation inédite. Il y a déjà eu des épidémies dans les dom-toms de dengue, de chikungunya, et les tribunaux ont considéré que ce n'était pas des cas de force majeure. Maintenant, rien de l'ampleur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est très difficile de dire est-ce que la jurisprudence, qui sera amenée à se prononcer sur les contrats dans 5 ans, dans 10 ans, considérera que c'était un cas de force majeure. Et si c'est un cas de force majeure, on le saura tardivement, et ça viendrait potentiellement justifier le non-paiement des loyers d'aujourd'hui. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous dites, force majeure, je ne peux pas travailler, donc je ne paye pas mon loyer. Votre propriétaire, il va dire, chère madame, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, donc je vais vous assigner pour le paiement des loyers, je vais obtenir la résiliation du bail. Et vous allez plaider sur le sujet dans 2 ans. Les tribunaux sont fermés, ils avaient déjà accumulé beaucoup de retard. Ils sont en train d'en accumuler encore davantage. Et donc, votre avocat va plaider dans 2 ans devant un tribunal qui dira oui ou non, c'était la force majeure. Et si vous donne tort, vous allez être embêté. Et puis, si vous donne tort, ou si donne tort à votre propriétaire, l'un des deux fera appel. Et donc, 2 ans encore, ou 2 ans et demi après,
Une cour d'appel vous dira si oui ou non c'était la force majeure. Alors, un jour on le saura, mais ça ne vous donne pas de réponse à votre problème d'aujourd'hui. Donc, soit le propriétaire est d'accord pour considérer avec vous aujourd'hui qu'on est dans un cas de force majeure et que vous ne pouvez ne pas payer et qu'il ne vous poursuivra pas, dont acte on en reste là, soit vous lui dites, cher propriétaire, force majeure, je ne paye pas, et lui va vous dire, cher locataire, je ne suis pas d'accord. Et on aura la réponse à Alors moi, ce qui me dit à aujourd'hui… Oui. Je dis, on aura la réponse que dans 5 ou 6 ans. Mm. Est-ce que vous avez envie de vivre pendant ce temps-là en ne sachant pas si vous allez pouvoir poursuivre votre activité au même endroit, dans les mêmes conditions, avec un procès? Alors très honnêtement, pour ma part, non. Pour ma part, non, puisque comme je vous disais, j'ai continué à payer mon loyer. Malgré tout, voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir essayé de continuer à tenter une négociation. Et ce qui me met en avant, c'est qu'effectivement, je ne fais pas partie, je ne tiens pas un café, je ne tiens pas un restaurant. Donc, on n'a pas émis le fait que je devais réellement fermer l'agence, c'est simplement le fait que je ne peux pas recevoir de clientèle. Mais même ceux que l'on a obligés à fermer, je ne suis pas sûre qu'au final, ce sera la force majeure. D'accord. Notamment parce qu'il y a pas mal d'aides qui se sont mises en place. En réalité, alors pour les restos, c'est peut-être un peu différent, mais ce n'est pas l'épidémie qui empêche de travailler. C'est l'injonction du gouvernement. Et ce n'est pas l'épidémie qui empêche de payer les loyers. C'est le manque de trésorerie généré par… Donc, comment les juges l'apprécieront, aujourd'hui, je ne sais pas. Bien sûr. On rejoint là. Ok, merci. On rejoint exactement la question qui se pose également en bail d'habitation, où on n'a pas les mêmes aides qui sont mises en place, où on se dit que même si quelqu'un est au chômage, certes, il est au chômage, mais il va pouvoir toucher des aides, des allocations, etc. Et que derrière, il doit continuer de payer ses loyers. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de clients qui sont sur ce front-là. Et alors, c'est clair que l'exception d'inexécution, on n'en parle même pas, puisque, comme vous l'avez dit, on ne rentre pas du tout dedans, la force majeure. Ça sera vraiment sur le critère d'irrésistibilité et l'extériorité, on l'aura, mais comme vous disiez, on a le problème, et c'est ça qui sera jugé, de savoir si, oui ou non, on est rentré dans cette phase de vous ne pouviez pas prévoir, parce qu'on vous a fait une injonction de fermeture pour reprendre les entreprises, on vous dit que vous ne pouvez plus accueillir du public, mais derrière, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et que vous devez, en tant que professionnel, mettre en place. Et je pense qu'effectivement, la force majeure ne sera pas forcément retenue non plus, ou alors vraiment au cas par cas sur des petits tribunaux en fonction du magistrat qu'on aura en face. Et je vous rejoins complètement, Yanaëlle, dans ce sens où est-ce que ça vaut le coup? Peut-être oui, parce qu'on peut continuer à ce moment-là d'exercer son activité dans les locaux le temps d'un procès, mais à ce moment-là, ça veut dire aussi qu'on prend les devants et qu'on cherche un autre local pour qu'à l'issue d'un litige, on puisse se retourner si jamais on avait tort et que ça ne se passe pas bien avec le bailleur. Je suis d'accord, on peut le faire, mais on accepte l'aléa qui va être là. On peut vivre avec, c'est pas… Et pour les baux d'habitation, il y avait pas mal de commentaires de personnes qui disaient « Mais moi, je ne suis pas confinée à mon domicile, alors pourquoi je vais continuer à payer le loyer ?» Bon. Dans la série, tu t'es confinée là où tu as bien voulu. Non, on avait envie de leur dire « Mais quand vous partez en vacances l'été, vous continuez de payer. » Pour en revenir à la question des suspensions de loyers commerciaux, etc., je pense qu'on peut aussi mettre ça en regard de ces prêts qui sont garantis par la BPI, qui peuvent être mis en œuvre. Peut-être qu'on peut aussi recommander aux clients de souscrire à ces emprunts-là, qui vont peut-être leur permettre d'avoir un apport de trésor en ce moment où c'est particulièrement difficile, et du coup de reporter la charge sur un emprunt qui devra être remboursé beaucoup plus tard, par exemple pas avant janvier 2021, je crois, et qui pourrait lui-même être amorti sur 1 voire 2 ans. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir à payer dès août prochain une nouvelle échéance, ou à partir d'octobre prochain, une nouvelle échéance qui cette fois-ci cumulera 9 mois, d'étaler dans le temps, d'abord de chercher à étaler dans le temps avec le bailleur, et puis effectivement de souscrire à cet emprunt à des conditions extrêmement favorables, où l'argent est assez bon marché, entre guillemets, pour reporter cette charge sur 1, 2, voire 3 ans.
en réalité. Effectivement, ça me semble être la solution idéale, mais de combiner les deux. C'est-à-dire à la fois un accord avec le bailleur. Bien sûr, avec un accord, bien sûr, dans le cadre d'un accord, oui, bien sûr. Et le prêt garanti par l'État, alors sous réserve de vos précisions, mais je crois que c'est 1 an sans intérêt, simplement des frais de garantie, et ensuite il peut devenir un prêt amortissable sur 5 ans. C'est ça, quelque chose comme ça. Mais c'est à des conditions, mais c'est à un taux extrêmement faible. Pour l'instant, c'est 0. La première année, c'est 0. Oui, mais même après, je crois que c'est pas les Après, ce sera contractuel. Ah bon? Ah oui. Ah, je croyais que c'était un taux qui avait été fixé publiquement. Non, pour le moment, il n'est pas connu le taux. Pardon. Parce qu'en fait, c'est votre banque qui vous prête. La garantie, c'est une garantie de l'État, mais c'est votre banque qui vous a prêté cet argent. Donc, au moment, s'il doit passer en amortissable, il faudra discuter le taux et pourquoi pas changer de banque. Enfin... Parce que moi, j'ai vu passer des trucs avec des taux à 1%, alors, quelque chose comme ça, ou 0,25% ou quelque chose comme ça. 0,25, attention, c'est peut-être les frais de garantie. Ah, d'accord. Et peut-être que, alors, comme je vous dis, c'est vraiment le prêt, c'est vraiment un contrat entre la banque et l'entreprise et c'est individuel. Donc, peut-être que certaines banques ont pris le parti d'ores et déjà d'indiquer à leurs clients, eh bien, si vous passez en amortissable, donc vous avez cette première période d'1 an sans intérêt, mais si vous ne pouvez pas rembourser au bout d'1 an et que vous voulez le rembourser sur 5 ans, je détermine déjà le taux que j'appliquerai. C'est peut-être le cas. Hein. D'accord. C'est bon que j'ai cette précision. D'autres… Ganaëlle, oui. Moi j'ai un client qui est bailleur, qui a un lot, qui est bailleur donc d'un tabac, qui n'est pas café-tabac, qui est juste tabac. Donc dans les mêmes circonstances que toi, ce que tu as recommandé, et ce que les autres ont également entendu, le locataire s'est prévalu à la fois de la force majeure, de l'exception d'inexécution, etc. Donc moi, ce que j'ai été amenée à recommander dans ce cas de figure précis, c'est de dire que tout d'abord, il n'existait aucun cas de force majeure ni aucune exception d'inexécution vu que le local était autorisé à exploiter, qu'en revanche, on pouvait comprendre effectivement que le chiffre d'affaires s'en ressente et que par conséquent, on accepte d'étaler ce qui sera dû, mais voilà, je ne vois pas qu'on puisse effectivement autoriser un non-paiement ou une annulation pure et simple du loyer. Alors, si le propriétaire en a très envie, rien ne l'en empêche. Bien sûr. Mais surtout, ce genre de commerce qui n'a pas été contraint de fermer, et je ne suis pas sûre qu'eux, ils aient une baisse de chiffres. Alors si, apparemment si. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce local est situé dans un quartier parisien extrêmement bureau et commerce. Et donc, le quartier est déserté. D'accord. Puisque la fermeture des bureaux, des restaurants, des commerces, etc., a un impact. Et puis, bon, je pense que peut-être les occupants du quartier ont beaucoup de résidences secondaires et sont partis comme ton client habiter à la campagne. Voilà. Voilà, avantage et inconvénient des quartiers. Exactement. Mais peut-être qu'il remplit, lui, les conditions d'éligibilité. Peut-être aussi parce que ça, effectivement, moi, je n'avais pas vu ce lien entre les conditions d'éligibilité pure et simple là, des victimes, entre guillemets, qui avaient… Alors donc, tu disais, c'était moins de 10 salariés, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et la condition de 60 000 euros de bénéfice est supprimée. Oui, depuis le décret du 20 avril, c'est sur le support. D'accord, je l'envoie après. Ouais. Parce que… Et dernière condition, donc soit fermeture administrative, mais tabac, il n'est pas concerné. Non, il n'est pas concerné. Une perte de chiffre d'au moins 50% par rapport au mois de l'année dernière. Donc, il semble, lui, rentrer dans les critères. J'en sais rien. Le moins de 60 000 euros de chiffre d'affaires… Elle a disparu. De toute façon, celle-ci, elle a disparu. Oui, 1 million. Oui. J'ai aucune idée de ce que fait un tabac par an. Si c'est 1 million, je veux bien étudier la question. C'est dans une rue extrêmement commerçante, mais ce ne sont que des commerces fermés, clairement. Donc c'est que des commerces d'antiquité, tu vois,
Peut-être que lui, il remplit moins d'1 million et perd de 50%. Alors, et c'est que sur mars? Ce sera reconduit pour avril. Ça sera, oui. Et sans doute pour mai également. Okay. Très intéressant, ça, ouais. Ouais, et les conditions risquent d'évoluer. J'entendais ce week-end à la radio que, notamment à la demande des restaurateurs, les entreprises qui font moins de 2 millions veulent être incluses. Donc, voilà, Légifrance, c'est notre meilleur ami. Pour avoir et Optime Réseau Avocat aussi. Aussi. Parce qu'on a l'info avant Légifrance. Mais ce week-end, regardez, il y avait un décret qui parle un peu fourre-tout, qui parle de copropriété, de collectivité territoriale, de droit du travail. C'est bien, ça nous tient en alerte. Ils sont très productifs. Ouais. Bon, après, voilà, il faut organiser une situation complètement dingue. Par exemple, en matière de copropriété, les mandats des syndics ont été renouvelés automatiquement puisque les AG ne peuvent pas se tenir. Et il était prévu que les AG se tiennent dans les 6 mois qui suivent la fin de la période. Et finalement, ce délai a été reporté à 8 mois. Donc, il y aura encore des adaptations. Donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, je vous donne l'état du droit aujourd'hui. J'essaie de vous donner les axes de réflexion, des lignes directrices en tout cas. Maintenant, surveiller les textes, je suis à votre disposition pour en reparler. Ça peut encore évoluer. Est-ce qu'il vous reste des questions, des observations? Il y a eu aussi un autre débat, je crois, juridique là, entre les bailleurs et les restaurateurs, et notamment les restaurateurs qui faisaient de la vente à emporter, parce que la vente à emporter peut avoir lieu, et donc il y a des bailleurs qui ont dit vous pouvez rester ouvert puisque vous pouvez faire de la vente à emporter. Et pour beaucoup de restaurateurs qui font de la vente à emporter, ce n'est pas rentable du tout, donc ils ont préféré fermer. Donc là aussi, il y a une source de contentieux assez importante. Ouais. C'est, à mon avis, peut-être qu'on découvrira autre chose plus tard, mais le secteur qui est le plus, qui va sortir le plus meurtri de cette crise. Et par ricochet, les bailleurs, sans doute aussi les SCPI. Ouais. C'est là où on voit tout l'aspect circulaire de l'économie. La chaîne. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que vous avez dit, madame qui est propriétaire bailleur, en disant on a envie de les aider. Oui, je trouve cet élan de solidarité, il s'applique à tous les niveaux, mais il faut être à la mesure de ce qu'on peut faire soi-même. C'est ça. Ganaëlle, est-ce que tu as eu des gens sur les coworking? Est-ce que tu en as entendu parler un petit peu? Pas encore, mais je pense que là, il y avait une obligation de fermer, non? Moi, j'ai entendu dire que je crois que c'est WeWork ou Nextdoor qui étaient en très grosse difficulté. Ouais. On m'a dit ça, maintenant, je ne sais pas exactement. Et puis, je ne sais pas non plus. Par contre, je sais qu'ils sont ouverts. Ah bon? Enfin, je suis passée à côté de Nextdoor et j'ai vu qu'il y avait du monde à l'intérieur. Donc, oui, ouvert. Après, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce qu'ils sont mis un planning aussi, comme on vient de voir dans le milieu équestre, pour le coup, avec le communiqué de presse du ministre qui pose énormément de questions. Mais est-ce qu'ils ont mis aussi en place en pré-ouverture, en attente du 11 mai? Je ne sais pas du tout. Et puis, il y a plusieurs niveaux de réflexion. Il y a les occupants de l'espace qui ont des baux à géométrie variable avec l'espace de coworking lui-même. C'est plutôt de la prestation de service d'ailleurs. Comment? C'est plutôt de la prestation de service. Ouais. Et puis le lien ensuite entre l'espace de coworking et son propriétaire. Bien sûr. Alors peut-être que le critère de la perte de 50% de chiffre peut intervenir. Autant d'entreprises, autant de situations individuelles. Finalement, c'est la négociation qui prime, quoi. C'est la négociation qui prime, quoi qu'il arrive. Quels que soient les textes qui sont émis, je pense que c'est la négociation. Oui, les textes ont un intérêt. C'est lorsque par exemple, je suis intervenue pour un client dont le locataire ne voulait pas payer alors qu'il ne remplissait pas du tout les critères et qu'il voulait fournir aucun document. Non. Non. Il y a toujours des gens qui veulent profiter de la situation. Voilà, non, le texte vient poser la limite de ce qui est faisable ou pas. Et c'est vrai qu'on peut toujours aller au-delà. Alors là, tiens, justement, j'ai eu une question d'un client bailleur qui a un locataire qui est en place depuis le mois de septembre, qui paye son loyer depuis le mois de septembre, mais sans avoir jamais ouvert son local.
Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de travailler, manifestement, mais donc il paye à perte. Et là, il lui a écrit, comme il a écrit a priori à plein de ses bailleurs, parce qu'il a plein de locaux, parce qu'il avait entamé des travaux. Donc il dit, alors il a fait un espèce de courrier type dans lequel il dit qu'il a dû cesser l'activité. Or, en l'occurrence, il n'a pas cessé l'activité puisqu'elle n'avait pas commencé l'activité. Est-ce qu'il peut se prévaloir de quoi que ce soit? Alors, à la limite, peut-être d'un retard de démarrage d'activité, mais moi, je lui ai dit, c'est quand même un peu fort de demander une suspension des loyers alors qu'il n'a même pas démarré l'activité. Donc, il n'est pas éligible. En théorie, il l'est, parce qu'il faut que l'entreprise existe avant le 1er février 2019. Et pour celles qui n'ont pas de CA en 2019, c'est 83 000 € mensuels. Pour celles qui n'ont pas un exercice entier clôturé. 83 000 € mensuels, quoi? C'est la limite maximum de chiffre d'affaires. Oui, c'est sûr qu'il y a 0. Donc, voilà, ça vient remplacer le critère, c'est 1 million par an ou 83 000 par mois pour celles qui n'ont pas un exercice entier clôturé. Ça voudrait dire qu'il pourrait être éligible et ne pas être poursuivi alors même qu'il n'avait pas démarré. Mais il est éligible qu'à la suspension. Ça veut dire bien joué. Ouais, dès la fin. Parce que là, il demande une annulation carrément. Ah non, mais ça, il peut toujours la demander. Bon, ça, c'est pas... La demander, c'est une chose. Même la suspension, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait légitime. Ouais, mais a priori, il rentre dans les critères. 0,10 salariés, moins de 83 000 de chiffre annuel. Et alors, ça va être peut-être sur le critère de la perte qu'il faudra affiner. Ouais. Il y a peut-être aussi un autre critère qui peut rentrer en ligne de compte. S'il est en période de travaux, il a forcément dû faire des déclarations à la mairie. Il doit y avoir une drogue quelque part. Il y a peut-être une date prévisible d'achèvement des travaux. Est-ce que ça, il peut le prouver? Est-ce qu'on peut établir que de toute façon, il n'aurait pas fait de chiffre dans cette période-là parce que ça ne vient pas impacter et que s'il y a un retard d'1 ou 2 mois dans les travaux, ça ne porte peut-être pas à conséquence. Ça peut être une option, mais j'ai presque envie de renverser le système en disant, de toute façon, pour demander au propriétaire la suspension des loyers, il doit justifier de ce qu'il a fait la demande auprès du Fonds de solidarité. Donc, demandons-lui. Voilà, demandons-lui. On demande s'il est éligible au Fonds de solidarité avant de se prononcer. Voilà, et il doit transmettre à son propriétaire l'accusé de réception de sa demande au Fonds de solidarité. Oui, mais alors c'est pareil, le bailleur a un peu la même position en disant bon, mais moi je comprends, j'ai pas envie qu'il s'en aille, donc je suis prêt à accepter des choses. Peut-être lui proposer la suspension et une reprise ultérieure ou une exonération partielle, mais pas une annulation. Oui, moi, c'est ce que j'ai préconisé, de en plus, faire une baisse de loyer. Mais... Je me dis que le locataire qui va être bien traité par son propriétaire pendant cette période, il fera sans doute des efforts particuliers. On espère. C'est pas gagné, ça. Hein. La reconnaissance, c'est pas forcément. On veut le croire. Mais je crois que l'arme la plus... Enfin, c'est même pas une arme parce que c'est de s'engager à rester dans les locaux, mais ça n'empêche pas que si on est en difficulté financière, on peut toujours faire une déclaration de cessation des paiements et on ne peut rien contre ça. Bon, il y a un risque, de toute façon, on ne peut pas… De toute façon, il y a un risque de faillite des entreprises, c'est évident. Ouais. Est-ce qu'il vous reste, il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que l'on échange? On a fait le tour des sujets? Beaucoup d'infos déjà à digérer. On a bien fait le tour. En tout cas, merci beaucoup, Ganaëlle. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup. Ganaëlle. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Take care.